Je présente rapidement le premier interlocuteur de cet après-midi, Jean-Michel Ray, donc notre collègue, enfin je dis notre, c'est un nous de majesté, ex-collègue de Paris 8, professeur émérite à l'université Paris 8, philosophe et littéraire aussi, dont la bibliographie est impressionnante. Je mentionne tout spécialement les 3 volumes parus ces dernières années, Histoire d'escrocs, dont l'ultime et 3e volet est paru il y a quelques mois autour du Confidence Man de Melville et qui forme un ensemble à la fois théorique et descriptif sur la question de l'escroquerie qui est tout à fait impressionnante. Donc je laisse la parole à Jean-Michel Ray qui va parler du terme de la guerre. Merci. La guerre est terminée, c'est la phrase du dernier communiqué du général Franco, le 1er avril 1939. Cet énoncé lapidaire veut en tout cas indiquer la fin officielle des hostilités de la guerre civile espagnole. On décrète qu'il doit en être ainsi, qu'il ne peut en être autrement. La décision vient évidemment du vainqueur, de celui du moins qui se croit tel. On s'arrange le plus souvent dans une phrase comme celle-là ou comme dans d'autres pour laisser entendre que ce sont les faits qui ont tranché, que la décision vient avant tout du réel. Mais de quelle nécessité peut-il s'agir ? À qui s'adresse-t-on quand on prononce une telle sentence ? Que croit-on faire avec une phrase qui a tout l'air d'un stéréotype ? Les questions ne manquent pas, d'autant plus que on sait que les événements qui ont suivi n'ont pas obéi à la belle logique de cet énoncé, ni aux promesses qu'il semblait contenir. Dire sans autre précaution que la guerre a un terme est forcément équivoque. On fait allusion à une limite, à une échéance, à une clôture, à une issue, à une fin, voire à un but atteint, ce qui est évidemment tout à fait autre chose, ou bien encore au geste par lequel on définit un état de choses qui serait stable. C'est comme une forme d'horizon qui se trouve ainsi indiquée, on délimite pour mettre de côté, on met un terme pour mieux contenir. On circule ainsi, pourrait-on dire, entre les composés du verbe grec horizo, sunorizo, aphorizo. Dans toute opération de ce genre, est-il besoin de le préciser, il y a quelque chose qui est comme laissé pour compte. Les vaincus, sans doute. Mais tout autant, ce que le terme n'inclut pas, ce qu'il n'indique pas de lui-même, ce qu'il repousse forcément. Une fois le terme mis, la guerre est censée se transformer en son contraire, avec une rapidité qui a de quoi déconcerter, qui n'est évidemment pas sans produire certains effets. La guerre est terminée, n'est-ce pas le performatif par excellence, celui qui viendrait montrer exemplairement que le simple fait de dire est de l'ordre d'un faire, d'un accomplissement venant au bon moment. N'est-ce pas même plus précisément le rêve contenu dans toute logique performative ? Que l'annonce vienne en fait coïncider avec sa mise en acte et que ce soit du même coup l'ouverture d'un autre horizon, la transition vers un autre espace. C'est en quelque sorte comme si, à chaque fois, on retrouvait par une phrase ou par une autre, mais elles sont toutes du même acabit, le vieux mythe du dieu terminus, son aspect immuable, cette obstination à rester à la même place dont parle la légende latine. Dès qu'on pense que la guerre est terminée, on tend à croire qu'il n'est plus nécessaire d'intervenir en quoi que ce soit. Une telle phrase est comme l'impossibilité d'énoncer autre chose. Elle indique une forme de clôture et a tendance à se refermer sur elle-même, à devenir même quasi autosuffisante. La guerre est terminée, il n'y a donc plus rien à en dire. Le terme mis rapidement vient saturer l'horizon, invite à ne pas aller plus loin, au-delà de ce constat. Pourtant, une même question se pose pour des événements qui ont, à un titre ou à un autre, constitué une part de notre histoire. En bref, pour prendre un exemple récent.
Quand se termine précisément la dernière guerre? Peut-on séparer la fin supposée de cette guerre, 1945, de ce qui la suit et de ce qui s'en inspire pour partie, ce qu'on a appelé la guerre froide? Yalta, est-ce la fin de la guerre ou le commencement d'une autre guerre? On pourrait multiplier les questions dans cette direction. Ce qui me semble faire problème dans cette séquence, comme dans d'autres d'ailleurs, c'est entre autres choses la façon de nommer et de désigner, la manière de dire pour finir, et donc pour limiter dans le temps un ensemble d'événements qui ont mobilisé bien des choses différentes, des choses qui n'obéissent manifestement pas aux mêmes temporalités. Dire la guerre est terminée, ce serait d'abord produire une homogénéité artificielle, purement imaginaire, des différentes dimensions impliquées dans un conflit comme celui de 39-45. En voulant conclure de cette manière, on semble aller au plus pressé, et pour y parvenir, rien n'est plus commode qu'une phrase élémentaire, toute faite, ayant déjà servi, réputée univoque, et allant, veut-on croire, à l'essentiel, facile à retenir de surcroît. En procédant ainsi, en désignant nettement les vainqueurs et les vaincus, on croit faire un geste utile, voire salutaire. Mais par là, on prend le risque de s'interdire d'enchaîner, de ne plus pouvoir produire de véritables phrases. On tend donc à faire prédominer un énoncé convenu au détriment de ceux qu'il serait plus que jamais nécessaire d'inventer pour être à la hauteur des circonstances. On peut même se demander s'il ne s'agit pas là d'une forme d'aveuglement à l'ensemble de la situation et à ses suites éventuelles. Aucune place n'est en effet laissée dans cette phrase au futur contingent. Dire haut et fort que la guerre est terminée peut signifier que de fait on congédie toute analyse et qu'on décide de s'en tenir à un constat apparemment plus satisfaisant, qu'on croit plus rentable politiquement, sans qu'il soit nécessaire d'aller plus avant et sans aucune autre forme de discours convoqué. À l'évidence, l'énoncé qui pose un terme sur ce mode ne peut qu'être débordé par ce qui arrive. Il fait donc signe, comme malgré lui, vers l'interminable. Sa brièveté, son caractère tranché, ne peuvent manquer de laisser place, plus ou moins rapidement, à leur contraire. La leçon la plus rudimentaire, en l'occurrence, est qu'on ne saurait en aucun cas disposer du temps, et surtout pas par une phrase passablement rhétorique, qu'on ne saurait l'organiser, ce temps, ou le découper selon un avant et un après, que les artifices rhétoriques apparaissent vite pour ce qu'ils sont. Le terme, ici même, indique l'arbitraire dont il procède. Il suppose un geste en bonne partie individuel, laisse apparaître ce qui ne peut qu'échapper à l'horizon, ce qui ne se plie pas aux souhaits ou aux rêves contenus dans une phrase de ce genre. Au moment même où elle s'énonce, mais d'ordinaire plus tard, la phrase en question laisse entendre qu'un terme ne peut effectivement se poser que sur fond d'interminable. C'est sans doute ce que peut nous apprendre une partie de la pensée grecque dans le jeu qu'elle a su reconnaître, on y a fait, je crois, allusion hier, très rapidement, dans le jeu qu'elle a su reconnaître dans les domaines les plus variés, entre le péras et l'apeiron. C'est dire qu'ici, plus qu'ailleurs, et sans doute le terme est une conquête fragile, et d'autant plus que le plus souvent, elle s'accomplit à coups de promesses et de gestes plus ou moins équivalents. On peut dès lors se demander si le terme mis à un ensemble d'événements tels que ceux déjà évoqués, avec son aspect plus ou moins ritualisé, si cela n'est pas susceptible de déclencher ici ou là, par une sorte de nécessité interne, une véritable guerre des phrases, un conflit des arguments, qui semble destiné à se poursuivre bien au-delà des affrontements constatables, à l'encontre même de ce que les vainqueurs ont voulu, ou de ce qu'ils ont cru faire, comme à l'opposé de ce qu'ils ont pensé devoir entreprendre. On dira en schématisant quelque peu. D'un côté, il y aurait l'arrêt, le suspens, la fin décrétée, l'horizon clos, le but censé être atteint, la formule supposée adéquate pour limiter un jeu de force, et ainsi de suite. Et de l'autre, ce qui peut être une chance,
la production de phrases réengageant le conflit avec toute autre forme, le prolongeant ou même sur un mode plus énigmatique cherchant à le rejouer. D'un côté, un énoncé d'un seul bloc, la guerre est terminée, tout à fait monotone, une sorte de prêt-à-porter sans nuance, et de l'autre, sous des aspects pouvant évidemment varier, se déployer sous le signe de l'interminable, un travail qu'on dirait à perte de vue, ayant un aspect fragmentaire, d'un côté encore, une extrême économie de moyens et une visée d'efficacité dans l'ordre d'un certain type de politique, à court terme, dirait-on, de l'autre, une prolifération d'arguments, une débauche de phrases, comme pour tenter de se mesurer aux événements en question, autant qu'à leur conclusion, pour essayer de saisir ce qu'il y a dans celle-ci autant que dans l'enchaînement des événements. Proclamer en quelques mots la fin de la guerre a forcément plusieurs significations. Le conflit n'a plus lieu d'être. Il est grand temps de passer à autre chose. On a dit ce qu'il fallait avec un tel énoncé. La phrase elle-même doit s'effacer, perdre sa consistance. Une page est tournée définitivement, et ainsi de suite. Mais il y a parfois, ici ou là, quelqu'un qui ne se satisfait pas de cette double clôture, plus rarement d'ailleurs une instance collective. Cela relève le plus souvent d'une détermination individuelle et non pas d'une croyance partagée ou d'une idéologie. Il y a à l'occasion quelqu'un qui s'obstine à laisser entendre qu'il ne faut pas laisser les choses obéir à ce qui a été décidé sur un mode univoque. Quelqu'un qui, sous une forme ou sous une autre, croit devoir intervenir à contre-courant pour contester notamment ce qu'on pourrait appeler rapidement la logique du terme, pour montrer qu'une telle formule n'est pas tenable sans des détours qui sont inventés dans chaque occurrence. D'un côté donc, une formule bien rodée, qui a parfois pour elle l'autorité du moment, qui ne craint pas de faire appel au vieux principe grec du skeptron, l'attribut de celui qui s'avance avec autorité et qui se met à parler sur le même ton en acquérant une légitimité et en donnant une sorte de garantie à son propos. D'un autre côté, l'abandon délibéré de toute formule de ce genre et ce qui en résulte, le balbutiement. Autrement dit, des détours rarement entendus ou compris, l'invention de biais pour contrer la formule elle-même, pour montrer son caractère abstrait, détaché des circonstances. Politique oblige, pourrait-on dire, pour résumer cette position des plus ordinaires, une certaine politique en tout cas, courante, économe, habituelle, à court terme, évidemment consensuelle, voulant aller rapidement à son terme, d'une part, et de l'autre, quelques voix solitaires qui redisent que l'étiquette est un leurre, que la solution proposée oublie activement ses conditions de possibilité, ne s'impose qu'au prix d'une méconnaissance touchant un ensemble aux contours demeurés flous. En parlant de la dernière guerre, l'expression évidemment mériterait à elle seule tout un développement, deux noms s'imposent parmi bien d'autres. Jean Améry avec son livre « Par-delà le crime et le châtiment », avec comme sous-titre « Essai pour surmonter l'insurmontable ». Il montre notamment que, je cite, « un pardon et un oubli résultant d'une pression sociale sont immoraux ». Il cherche également, ce qui n'est pas courant, à donner au ressentiment une fonction historique, après en avoir fait une protestation personnelle contre, je cite, « l'œuvre cicatrisante, naturelle et immorale du temps ». Cette réflexion s'amplifie autour de quelque chose qui ne peut plus être, à aucun prix, une formule ou quelque chose d'équivalent. C'est le titre de son dernier chapitre, à savoir « De la nécessité et de l'impossibilité d'être juif ». Il en vient ainsi au propos suivant, consistant à affirmer que, je cite, « ce n'est pas moi qui suis ou était dérangé, mais que la névrose est plutôt du côté des événements historiques ». Constat crucial dans cette perspective, c'est le réel qui est malade et non pas le sujet. Autant de propos donc qui sont des détours, au sens que j'essayais d'indiquer plus haut, détours quant à une politique de la formule, énonçable en quelques mots,
produisant le plus souvent un soulagement, un apaisement à bon prix, fournissant un remède à bien peu de frais. L'économie des moyens a véritablement, dans ce contexte, valeur de symptôme. L'armistice signé ne saurait mettre un terme à la guerre intestine qui habite et constitue fondamentalement un sujet, sans parler de ce qui peut avoir lieu pour une collectivité tout entière. Parfois même, cette signature, accompagnée d'une phrase rudimentaire, contribue à renforcer cette conflictualité intime en lui fournissant des armes. C'est aussi le constat que peut faire, avec d'autres détours, Günther Anders, notamment dans son livre au titre énigmatique « Nous, fils d'Eichmann ». Anders, si attentif à ce que nous pouvons fabriquer qui nous menace, des instruments techniques, des bombes atomiques. On sait qu'il a entretenu une très longue correspondance avec l'un des pilotes qui a largué une des bombes de Hiroshima. Mais aussi, comme on le voit dans ce livre, l'extraordinaire puissance de certains énoncés par ailleurs assez courants. Il assume mieux que quiconque qu'il fallait se préoccuper de certaines phrases qui peuvent paraître anodines, celles qui touchent les conflits et la guerre particulièrement, ces lieux qu'on dirait privilégiés, où la parole politique se croit autorisée à agir rapidement et sur un mode qui se veut plus ou moins définitif, le plus souvent avec une volonté d'achèvement peu soucieuse de l'alentour, en raccourcissant le temps pour conclure. Ce qui est peut-être commun à Jean Améry et à Günther Anders, c'est à mon sens l'impossibilité dans les années 70 et même plus tard, tout simplement de dire que la guerre est terminée. Et par là, l'obligation d'écrire en conséquence la nécessité de reprendre ce qui s'est énoncé de manière multiple dans cette perspective pendant ces années, tout autant que ce qui ne s'est pas dit, ce qui n'a pas pu se dire, les fameux silences de l'histoire pour évoquer l'expression de Michelet dans des circonstances presque analogues. Proclamer que la guerre est terminée, cela semble avoir rendu en effet quasi impossible certains discours, les invalider même parfois par avance. Il faudrait déployer ici, si le temps m'était donné, plusieurs nuances du terme « reprendre », regagner, retrouver, rattraper, retoucher, renouer, continuer par d'autres moyens, etc. Remettre en œuvre avec d'autres instruments, discursifs ou fictifs, ou les deux combinés d'ailleurs, ce qui a été expédié, ce qui a été bâclé à la fin de la guerre, pour qu'elle ait effectivement une fin, et par là même chercher à montrer les raisons pour lesquelles cela a été traité sur ce mode. À l'évidence, une déclaration d'achèvement peut venir faire obstacle à une reprise, quelle qu'elle soit, ne saurait tolérer qu'on tienne à recommencer autrement avec d'autres enjeux. On le comprend, le propos est considérable, la démarche interminable. C'est aussi dans le domaine français ce que cherche à faire Péguy quand il évoque dans Notre jeunesse l'affaire Dreyfus sous le signe d'un détournement grossier de la mystique en politique. Et il dit à propos de cette affaire ceci qui résume bien sa position: plus cette affaire est finie, plus il est évident qu'elle ne finira jamais. Propos conséquents, propos de grande ampleur, qui met le doigt sur un désaccord fondamental, en brodant au fond sur les temps du verbe finir. Ce qui est considéré comme classé, par l'histoire notamment, fait voler en éclats le mode de rangement, appelle donc de toute autre considération, bouleverse ce qu'on croyait pouvoir énoncer. À la même époque, 1905 précisément, il écrit un texte qu'il intitule « Les suppliants parallèles ». Il cherche ainsi à reformuler une partie du réel pour éviter à tout prix la phrase économique définitive. Il tient à le restituer, ce réel, par d'autres moyens pour être à même de l'analyser ou d'en saisir quelques aspects. L'intérêt de l'intervention de Péguy, ici, dans Les suppliants parallèles, tient d'abord au fait qu'il n'ait pas fait allusion à un événement passé, mais au présent, à ce qui est en train de se jouer à ce moment-là aux portes même de l'Europe, Saint-Pétersbourg. Mais cela tient plus encore au fait
qu'ici, l'ordre habituel de la mimésis est comme bouleversé, sinon inversé. Ce n'est pas, comme dans le modèle aristotélicien, la tragédie qui reprend ce qui est pour en donner une sorte d'expression typique sous une forme condensée. C'est le réel du moment qui vient obliger Péguy à relire, à traduire et à commenter dans le détail une des grandes tragédies grecques, Oedipe en l'occurrence. Sans pouvoir m'y attarder, j'évoque très rapidement ce qui est montré par Péguy. Non sans avoir rappelé, il en a été question hier, qu'en 1994, un psychiatre américain, Jonathan Shay, publie un livre dont le titre donne l'orientation, qui s'appelle tout simplement Achille au Vietnam. Ce qu'il est possible d'énoncer donc de ce réel ne saurait tenir en une formule, ne saurait résider dans une phrase convenue. On pourrait dire que la phrase de Péguy performe continuellement, qu'elle est une performance dans tous les sens qu'on a pu envisager. C'est pour Péguy un tout autre mouvement qu'il faut accomplir, un mouvement d'une autre envergure, dans la mesure où le réel terrible ne donne pas les moyens de l'énoncer. Les formes contemporaines n'y suffisent pas. Il faut repartir du monde grec, d'un moment purement fictif de ce monde grec, qui ne serait constitué en aucun cas une vérité première ou un élément originaire permettant d'expliquer ce qui en dériverait. Rien de tel n'est en effet disponible. S'impose seulement une sorte de mise en parallèle du réel présent, l'événement contemporain, et d'une scène emblématique de la tragédie grecque, une scène qu'il n'est possible de saisir qu'en la retraduisant, elle a évidemment déjà été traduite, et combien, et en commentant les opérations de traduction point par point. La tragédie grecque, en l'occurrence Oedipe n'est pas la vérité du présent, mais ce qui, parfois, revient à la mémoire de quelqu'un qui se trouve confronté à une séquence du réel dont il ne sait d'emblée rien dire. La performance, si on utilise le terme qui circule depuis hier matin, serait cette reprise avec tout ce qui peut de fait l'accompagner, c'est-à-dire des phrases en abondance pour éviter, on dirait, la rigidité, d'aucuns diraient l'idéologie, la rigidité des énoncés pour esquiver le tout fait, des propos pour aller dans le sens du se faisant et pour prendre en compte les principaux aspects de la circonstance. J'indique rapidement le dispositif donc constitué par Péguy dans cette perspective. Tout s'organise autour d'une mise en parallèle faisant surgir des ressemblances entre, d'un côté, une pétition des ouvriers de Saint-Pétersbourg au tsar et, de l'autre côté, le début d'Oedipe. Un découpage de deux textes pour faire ressortir la proximité entre la supplication antique et la supplication moderne, en pressentant qu'il y a, éventuellement, des éléments communs aux deux situations. La question la plus déterminante que pose ici Péguy, c'est celle je cite, du rapport qu'il doit y avoir entre une supplication réelle, les ouvriers de Saint-Pétersbourg, et une supplication d'art, particulièrement une supplication dramatique, scénique, notamment une supplication tragique, nommément une supplication de tragédie grecque. La performance se redouble. Ainsi, constate Péguy, la différence ne vient pas du temps, ne vient pas de l'antériorité de l'une sur l'autre, mais de ce que l'une est une supplication de réalité et l'autre une supplication ramassée tout d'un trait de tragédie grecque. C'est par ce biais que s'engage une réflexion d'une grande ampleur sur la traduction, je ne m'y attarde pas, mais aussi et surtout peut-être sur le renversement dont Oedipe fait en quelque sorte la preuve, où je vois au fond un renouvellement de la fameuse dialectique du maître et de l'esclave dans un autre contexte et avec de tout autres effets. Dans la supplication antique, dite d'art, c'est, dit Péguy, le suppliant qui tient le haut de la supplication. L'autre est tout seul, tout nu, il ne représente rien. L'autre, c'est Oedipe.
C'est véritablement une forme de souveraineté qui se fait jour dans la tragédie. Non pas tellement dans l'ordre politique, que dans la perspective du langage et on pourrait dire, de la phrase. Je cite, « C'est le suppliant qui est le maître, qui parle un grand langage, un langage maître, et venu de loin, venu de tout à fait ailleurs. » C'est de l'ordre, dit aussi Péguy, d'un ton souverain. Le suppliant parle donc sans prendre appui sur des formules, sans recourir à une rhétorique politique. Il sait des savoirs que l'autre ne saura jamais, dit-il. On sait l'importance, évidemment, du savoir dans toute la tragédie d'Œdipe et de l'importance même par rapport à son propre nom. On pourrait parler à ce propos donc d'un discours en construction, d'un work in progress, qui confère au suppliant un droit de cité supérieur. L'accent est donc mis sur le processus, sur l'invention d'un discours qui prépare et accomplit, sinon une révolution. Péguy s'interroge d'ailleurs sur la pertinence de ce terme pour ce qui se passe en 1905 à Saint-Pétersbourg, sinon donc une révolution, du moins un retournement fondamental. Un discours qui, d'un même mouvement, préfigure et réalise un renversement. L'ouverture de la tragédie, c'est-à-dire la confrontation, je vous rappelle, entre Œdipe et le prêtre, le Hieros, l'ouverture de la tragédie est comme la construction d'un horizon dans la perspective d'un langage qui se fait progressivement souverain. Ouverture et commencement, au sens où cette fiction construit véritablement un processus exemplaire, je cite, une immense opération de retournement qui fait que tout ce peuple qui était suppliant au commencement ne l'est plus à la fin, et que celui qui était au commencement supplié est peu à peu promu au grade et à la dignité de suppliant. Il y a là, dit Péguy, une sorte d'aller-retour entre la supplication montant vers les puissants d'un côté et de l'autre l'exercice et la répression de la barbarie de ces mêmes puissants. Ces premiers vers de Diproy sont le lieu des détours nécessaires que j'évoquais plus haut. Ceux par lesquels le Hieros, le prêtre, pour traduire comme c'est d'ordinaire le cas, par lequel le Hieros donc apprend à parler en s'adressant au pouvoir, passe du balbutiement à une parole affirmative. Parole puissante à double titre, je crois, parce qu'elle signifie au pouvoir qu'il doit rendre des comptes sur l'état des choses, et plus encore parce qu'elle vient montrer ce qu'est la tragédie, ce dont elle est capable, ce qu'elle est susceptible de faire entendre, ce qu'elle vient ébranler également. On a donc là une parole qui représente la fiction qu'elle contribue à construire. Car le commencement commande ici toute l'œuvre, c'est ce qui lui donne toute sa consistance. Il y a, dit Péguy, comme une responsabilité, un sens engagé, dès l'abord, il y a un total reflet, comme le report du commencement sur toute l'œuvre, comme une grande ombre portée, que rien n'effacera plus, expression et symbole extérieur parallèle de ce que, dans la mémoire, la première grande impression ne s'effacera plus non plus et portera sur toute l'impression de toute l'œuvre. Que peut donc nous apprendre ce grand langage venu de tout à fait ailleurs ? Tout d'abord, à l'évidence, que cette modalité de langage est strictement incompatible avec les formules toutes faites, sans âge, avec les formules pressées de conclure et d'avoir le dernier mot. Et qu'il convient, pour des événements plus conséquents ou plus graves, de ne pas vouloir à tout prix trouver le terme supposé être le plus adéquat ou l'explication qui répondrait à ce qu'on croit être la situation. Qu'il est préférable, si on peut parler ainsi, de faire place au temps, c'est-à-dire de laisser advenir autant qu'il est possible des énoncés, tout en essayant de savoir d'où ils proviennent, à quoi ils s'accrochent, de quelle force ils résultent. Qu'il vaut mieux aussi, parfois, faire preuve, dans cette perspective, d'une certaine passivité et d'un moindre savoir, et que l'acquisition d'un langage propre est à ce prix. Péguy dit encore ceci dans ce même texte, qui, je crois, est un des moments forts de son argumentation. Qui de nous, lisant innocemment cette pétition des ouvriers du tsar au tsar, n'a point soudainement entendu résonner dans le fond de sa mémoire
Était-ce bien seulement sa mémoire individuelle, l'écho momentanément assourdi, toujours vivant, de la supplication antique? On peut voir dans ces propos une manière, assez rare à mon sens, d'énoncer certaines des conditions permettant de parler à chaud, si l'on peut parler ainsi, d'un événement contemporain dont on pressent l'importance, en évitant précisément de le classer, de le ranger sous une catégorie déjà formée, en évitant de faire un exemple ou une illustration d'une théorie en cours ou d'un savoir qu'on veut croire assuré. Évoquer cet événement veut dire plusieurs choses. Lui laisser le temps de se mettre en scène, faire en sorte qu'il puisse appeler une reprise que rien ne le sait prévoir, permettre au discours de recommencer et d'explorer des espaces fictifs, être en position de saisir tout ce qui peut ressembler à un écho, laisser toute la place nécessaire aux enchaînements et aux suites à donner, mettre à l'épreuve ce qu'il peut y avoir d'interminable dans une telle circonstance. De plus, la nuance est cruciale, la mémoire individuelle n'y semble pas suffire toujours. Les œuvres lointaines ou proches peuvent venir, comme indéfiniment, s'interposer, sont susceptibles d'obliger quelqu'un, ou de l'inciter, à s'expliquer, à s'exposer, à s'engager dans ce que réclame un événement d'ampleur, dans ce qu'il exige. Des œuvres qui représentent, pour le dire en bref, ce qui n'est jamais entièrement lu, ce qui n'est jamais entièrement interprété, ce qui demeure donc comme indéfiniment en attente. On peut ainsi comprendre les raisons pour lesquelles, pendant la dernière guerre et dans les années qui suivent, ou dans celles qui précèdent, plusieurs décennies donc après cet événement de 1905, Péguy a trouvé ses meilleurs lecteurs chez quelques Allemands, Hannah Arendt, Scholem, Gunther Anders, Walter Benjamin et quelques autres. Merci. Merci, cher Jean-Michel. On retrouve des choses qui te sont chères dans cet exposé et c'est évidemment très éclairant. Est-ce que nous ouvrons la discussion maintenant? Oui. Alors, qui veut prendre la parole? Beaucoup de choses à dire sur tout ça. Qu'est-ce que tu penses de la... Il y a un mot manqué, Plusieurs. La trêve. Donc, où en sommes-nous de nous aujourd'hui avec la trêve? Autrement dit, ce qui est dans la guerre absolument généralisée, c'est comme s'il n'y avait plus de possibilité de trêve. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pourrais dire un mot sur la trêve, parce que tant qu'il y a eu un Dieu, il y avait la trêve de Dieu. Mais c'est comme si, autrement dit, on pourrait prendre l'exemple du drapeau blanc. C'est-à-dire, pendant les siècles, les types se tuent, puis il y a un drapeau blanc, et celui qui arrive avec le drapeau blanc, on ne le tue pas. Alors, c'est pas ce... Mais comment se fait-il qu'il n'y ait plus de trêve possible? Je pourrais dire ça comme ça. Ou est-ce que tu fais un sort particulier à la trêve par rapport à la différence guerre-paix? C'est quelque chose comme ça. Oui, évidemment, il faudrait parler de tout ça et de notamment des formes d'interruption, des temps d'interruption et de ce qu'on fait de ces moments d'interruption. Mon propos était très, très, très limité, mais simplement d'essayer d'indiquer au fond, alors c'est peut-être ça qu'on pourrait appeler aussi autrement des trêves, et comment certaines formes d'énoncés peuvent venir rendre, sinon impossible, du moins extrêmement difficile, la trêve et quelque chose qui serait de l'ordre d'un recommencement ou d'une suite ou d'une explicitation, etc., ou d'un commentaire. Donc effectivement, la trêve participerait de ces moments, mais on ne sait plus ce qui peut les déclencher, ces moments-là, participerait de ces moments, effectivement, dans lesquels il y aurait ce que j'ai appelé cette passivité, au fond. Cette passivité pour laisser venir quelque chose, laisser se dire quelque chose, laisser s'énoncer quelque chose qui, par rapport à un langage qui vient non seulement interrompre, mais laisser les choses en l'état, c'est-à-dire continuer de les bâcler, au fond. Et la trêve, effectivement, serait l'utopie, au fond, peut-être, de
de ce moment intermédiaire à constituer, à chaque fois selon des modalités différentes. Ça va de soi. Quelque chose à propos de la trêve, c'est qu'actuellement, on ne parle que de ça. On en parle, mais oui. Non seulement on en parle, mais on les décrète, les trêves. Et puis, elles n'ont pas lieu. Mais on les décrète comme la fin des guerres. Enfin. Je dirais, on tend à les décréter comme la fin des guerres. C'est-à-dire avec la rapidité et l'idéologie sous-jacente. Ce n'est pas tellement la rapidité, parfois elle est nécessaire, mais l'idéologie sous-jacente et les présupposés non-dits sous-jacents qui évidemment réapparaissent très vite. Oui, bien sûr. Donc ça participe, je crois, de la même... Décréter la trêve dans des conditions qui ne sont pas explicitées et sans ce que j'ai appelé des détours très vite, ça revient à décréter la fin de la guerre et on passe à autre chose. Enfin, la guerre... L'impossibilité de la trêve. Supposez que vous sortiez avec un drapeau blanc devant le calife islamique. Il vous tue immédiatement, c'est tout. C'est le moment de la trêve qui est devenu impossible. Donc, on peut parler de la trêve, mais la trêve n'a plus lieu. Oui, c'est ça. La trêve est devenue impossible. Mais peut-être aussi, c'est pas la seule raison, peut-être aussi parce que la fin, parce que le mode de fin, le mode de terminaison des guerres est devenu ce qu'il est. Les deux choses sont sans doute intimement liées. Jean-Michel, bon, une fois de plus, je suis content d'être là, d'avoir entendu sur un sujet presque nouveau, malgré tout, même si c'est des thèmes que tu abordes souvent par un autre biais. Je suis très très content d'être là. Alors non, il faudrait avoir lu les textes avant de les entendre, en fait, pour poser des questions qui soient un peu en forme. Je dirais... On n'entend pas bien ? Bon, j'essaie de me rapprocher du micro. Je dirais... C'est trop près, c'est trop... Oui. Là, fort et plus loin. Le juste éloignement. Peut-être une question sur la répartition des rôles. Non, ça va pas du tout, là. Ben oui, mais après... Non, s'il te plaît. Sur la répartition des rôles. Donc, tu opposes deux types de discours. Exemplairement celui de Franco, j'exagère, mais exemplairement celui de Franco et celui de Péguy, par exemple. Des deux, tu dis qu'ils sont plus ou moins performatifs, mais pas performatifs de la même manière. Donc tu opposes un type de performativité à un autre, ce qui ne me surprend pas étant donné ce que je sais de ton travail, ce que je connais de ton travail. Mais en même temps, ces deux types de performativité, ils sont répartis politiquement d'une façon qui est assez claire. C'est-à-dire, il y a d'un côté le discours de ceux qui ont à se soucier du collectif, du peuple, de le conduire. Et puis, en gros, je vais simplifier encore, il y a les intellectuels qui ne voient pas les choses de la même façon. Alors, dire « il faut » ou « il faudrait », je comprends très bien, c'est notre réflexe à nous. On fait plutôt partie de ce clan-là que de l'autre. Mais est-ce que ça n'est pas toujours le cas ? C'est-à-dire qu'il y a toujours coexistence de ces deux discours. Il y a toujours des discours qui se soucient du collectif parce qu'ils ont à prendre des décisions et à mener les hommes. Et puis il y a d'autres qui ont un peu de recul ou qui essayent d'en prendre, et puis qui a un discours qui est performatif d'une autre manière, peut-être un petit peu moins fictif que voilà, c'est une question sur la répartition des rôles. Oui, évidemment. Et tu finis sur les intellectuels. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Quand Péguy, en 1905, intervient sur sur la pétition des ouvriers au tsar, d'abord, rien n'est fixé. Il se garde bien de parler de révolution, et il fait tout un développement à ce propos-là, en disant qu'il y en a qui vont parler tout de suite des révolutions, mais il ne faut pas... Et il indique, au fond, la nécessité de ce que j'ai appelé ce grand détour, au fond, pour montrer à la fois qu'on peut parler à chaud de ce qui se passe, et avoir une position à tenir là-dessus, et en même temps accomplir ce grand détour qui permet précisément d'en saisir quelque chose et de ne pas le réduire à l'événement et de ne pas croire que dans le présent on va trouver les instruments pour penser cet événement. Voilà. La question, ça serait, est-ce que le tsar a lu Péguy ? Pardon ? La question, ça serait, est-ce que le tsar a lu Péguy ? A lu Péguy ? Non. Oui, mais voilà. Non. C'est ça, c'est-à-dire ce sont deux instances différentes. Péguy, il le fait à chaud,
Mais ça ne l'engage à rien. Sous l'affaire Dreyfus, si, ça l'engageait à beaucoup de choses. Oui, sur l'affaire Dreyfus. Ah oui, c'est vrai. Sur l'affaire mais oui, Dreyfus, mais quand il dit cette affaire qui est en train de finir, c'est bien le signe, à l'évidence qu'elle ne finira jamais. Il se met à dos tout le monde politique, comme on sait. 2, il essaye de maintenir quelque chose contre vents et marées, je dirais, il est un des seuls à le faire. Et 3, il est amené donc à réfléchir autrement sur ce qu'il appelle très vite le rapport de la mystique à la politique, sur lequel il faudrait évidemment revenir, mais sur, au fond, comment est-ce qu'on peut définir la politique par rapport à une autre instance qu'il appelle mystique, mais là encore, il ne faut pas se précipiter sur le sens que ça va avoir. Oui, il y a un auteur qui me vient en tête quand j'entends votre discours, c'est Jean Genet, qui en 1962 fait paraître Les Paravents, donc qui fait référence à la guerre d'Algérie. Donc c'est l'auteur qui refuse que la guerre soit finie. Bon, après, ça a été mis en scène en 1966, et la guerre était dans la rue, puisqu'il y a eu des manifestants d'extrême droite. Et dans cette pièce, souvent les critiques disent bon, c'est une pièce contre le colonialisme, etc. Mais c'est aussi une pièce qui attaque très violemment ce que Genet appelle les Arabes, c'est-à-dire notamment aussi le statut de la femme arabe qui est acheté comme un objet. Et donc, il met aussi, il redéfinit les termes, l'identité des combattants par sa pièce, quoi. Sans que ça soit simplement binaire, les méchants blancs contre les gentils arabes. Oui. Ce que j'ai essayé d'indiquer, entre autres, c'est que la fiction, Oedipe Roi est une grande fiction, si on veut, la fiction permet aussi de ne pas tomber dans la répartition idéologique déjà constituée, déjà tracée, etc. Et permet de discourir, si je puis dire, d'enchaîner et de dire quelque chose à la fois de ce qui se passe, des raisons pour lesquelles on dit ça et de la provenance, au fond, de son propre discours. Autrement dit, que ce n'est pas un discours projeté, déjà constitué, etc., mais c'est un discours qui, au fond, raconte un petit peu sa propre provenance. Et là, en l'occurrence, la référence au monde grec, elle est pour le moins surprenante, évidemment, mais en même temps, elle dit quelque chose de ce passage, au fond, qui oblige Peggy à, retraduire le début de Oedipe Roi, 2, de commenter sa traduction, 3, de critiquer les traductions existantes, et 4, de montrer les raisons pour lesquelles ce détour est plus que nécessaire. Donc il y a plusieurs opérations, évidemment, en même temps, et là, effectivement, il faut un certain temps pour ça. Une phrase. C'est le nombre de phrases, en tout cas.